Bonjour à toutes et à tous. Mardi 10 janvier 2023. Bonne année de la part de toute l'équipe de la Clinique du coureur et du coaching du coureur. Bienvenue à ce webinaire justement présenté par le coaching du coureur avec deux vétérans de l'athlétisme québécois qui vont aujourd'hui nous parler plutôt de leurs aventures dans les collines de la côte ouest du Mexique dans un webinaire que nous avons appelé l'Ultra Trail pour tous les âges, car du haut de mes 36 ans, même si j'ai beaucoup de cheveux blancs, mon âge n'a rien d'aussi vénérable que celui de mes deux collaborateurs, collègues et amis qui se joignent à nous aujourd'hui pour nous parler de ce périple, j'ai nommé Blaise Dubois, physiothérapeute et athlète de la Clinique du coureur. Salut Blaise. Salut Ali. Regardez Yves juste sur le côté. Là. Et Yves Saint-Louis. Je me sens un peu imposteur, mais c'est correct. Là. Pour aujourd'hui, je vais le prendre. Un athlète, c'est comme l'âge, hein, c'est dans le cœur. Tu détermines ce que tu en fais. Et Yves Saint-Louis, qui a, non pas un background de physiothérapeute, mais plutôt de coach certifié en course à pied, en triathlon, et un background d'athlète, lui, plutôt d'endurance que de 800 mètres. Salut Yves Saint-Louis, comment ça va? Ça va super bien. Ma chevelure traduit mon âge, par exemple. C'est ça. Soit on en a mais elle est grise, soit on en a peu. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on présente l'Ultra Trail pour tous les âges, justement, pour rappeler à quiconque voudrait se lancer dans le merveilleux monde de l'Ultra Trail que on n'a pas besoin d'être une jeunesse comme Mathieu Blanchard, par exemple, pour exceller dans ce domaine. Évidemment, on doit réviser nos attentes en ce qui concerne notre critère pour déterminer qu'on a atteint l'excellence. Mais c'est ce que Blaise et Yves vont nous présenter aujourd'hui. Donc, les gars, grosso modo, pour que les gens se situent bien, c'était la première fois que vous vous lanciez sur un ultra pour lequel vous aviez une préparation un peu systématique puis des objectifs un peu ambitieux. Donc, voulez-vous nous dire un peu en quelque sorte là, la genèse du projet? Pourquoi avoir choisi cette course-là? Pourquoi avoir choisi cette distance-là, ce moment-là de l'année? Puis dans quel grand objectif ça s'inscrit? Oui, mais peut-être avant de se présenter brièvement, là, c'est quoi notre bagage individuel là, pour que les gens comprennent que si je suis là, ce n'est pas en tant que coach, ce n'est pas en tant que connaissant de la science du coaching. Là. Yves, je te laisse commencer. Oui, bien en fait, moi, comme Olivier l'a dit, je suis éducateur physique de formation. Je suis coach aussi de sport d'endurance là, depuis à peu près 25 ans. J'ai été entraîneur universitaire de triathlon de 2001 à 2007 à l'Université Laval, ici à Québec. Je cours depuis que je suis très jeune. Là. On avait des petites compétitions locales dans le village où je suis né, donc j'ai fait de la course à pied très jeune, que ce soit course sur route, piste, cross-country et tout ça. J'ai fait beaucoup de sports d'endurance en parallèle avec du ski de fond, vélo de route, vélo de montagne, cyclocross, on peut tout les nommer. Donc, j'ai un intérêt particulier pour l'endurance et je me suis un peu plus spécialisé, si on veut, en triathlon pendant à peu près 10 ans. J'ai fait plusieurs Ironman, plusieurs semi-Ironman et beaucoup de triathlon en général. Mais c'était ma première, en fait, c'était mon premier ultra. J'ai couru des 50 km 2 fois. Et ça a été la première fois que je me lançais d'un truc comme ça. En triathlon, j'ai essayé de briser la marque de 9 heures et je n'ai jamais été capable. Donc, voilà, ma carrière de triathlon est pas mal terminée, mais j'ai toujours un intérêt pour l'ultra-endurance. Là, c'était la première fois, mais j'ai adoré. Donc, voilà. Yves, pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement ce que ça veut dire, la barre des 9 heures, c'est sur un Ironman complet, hein, pas sur un Olympique ou un sprint. C'est un Ironman. Ce qui veut dire donc un marathon en à peu près 2h45, à peu près 4 heures de vélo, puis 2h30 de natation. C'était comme moi. Qui parle, là. Ouais, ça paraît-tu? Non, c'est pas ça. On a natation autour d'1 heure. Vélo, j'ai fait 4h43, là, 4h45, là, le meilleur temps. Puis un marathon, malheureusement, en 3h18. Donc, ça n'a jamais été une fin glorieuse pour le marathon, mais c'est ce que ça a donné, ce que ça a donné. Voilà. Donc, tu étais déjà familier avec les efforts de plusieurs heures. Exact. Contrairement à Blaise, pour qui les performances les plus étincelantes étaient plutôt des efforts de 2 minutes. Oui, mais ça, c'est quand j'étais jeune. En fait, moi, j'étais un coureur de 800 mètres, bien évidemment, et mes qualités physiologiques vont autour de 800 mètres. Hein. Plus c'est long, plus je suis mauvais et de plus en plus mauvais. Donc, aller vers de l'ultra, c'est vraiment pour moi une activité particulière. On pourra en reparler tout à l'heure.
Juste précision, je suis physiothérapeute, je ne suis pas coach, mais j'ai quand même enseigné à l'Université Laval pendant 1 an le cours de physiologie de l'effort avec intervention sportive. J'ai coaché et fait partie d'une équipe de coach autour de David Gill pendant plusieurs années. Ça fait 35 ans que je cours, donc ça fait longtemps, en fin de compte, que j'ai cette passion pour la course à pied. Et puis, quotidiennement, je continue de faire du sport, des sports d'endurance, en 30 minutes et 2 heures pour ma santé, pour ma forme. Et je touche à peu près à tout ce qui se fait en sport d'endurance parce qu'on est au Québec, on a la chance de faire de la course en raquette, du ski de fond, du vélo de montagne, du vélo de route, etc., etc. Donc voilà. Et j'avais fait avant cette course-là 5 courses de 65 à 75 kills. Donc des 65 et 1,75 kills. Et c'était déjà des expériences difficiles. Je savais que j'étais très mauvais et je me suis mieux préparé cette fois-ci pour notre événement avec vraiment une préparation un peu plus long terme. Et voilà, je voulais faire un 100 km et finalement, on s'est parlé avec Yves, on a dit OK, on va regarder l'agenda. Fait que dans l'agenda, malheureusement, il n'y a aucune fin de semaine de libre. Hein. Tu sais commencer à travailler à la clinique du coureur quand tu enseignes, tu es souvent dans des formations, etc. Donc, on avait une fin de semaine de libre et là, on a regardé qu'est-ce qui était disponible et ça a donné Icurissant. Donc, peut-être Yves va nous en parler, puis je vais vous mettre un petit diaporama en même temps. En fait, la course, comme Blaise disait, on essayait de trouver une course où il y avait quand même quelque chose qui avait un certain enjeu. On ne voulait pas faire une course régionale avec 30 personnes dans un désert mythique qu'on ne connaît pas trop, là. En fait, la course telle qu'elle, c'est le Icurissant, comme Blaise a dit. C'est une course de 93 km, mais on arrondit à 100, c'est plus sexy. C'est une course qui est linéaire. Donc, point de départ qui était dans une petite ville qui s'appelle Mascota. Situé c'est pas très loin en fait, c'est à 93 km de Puerto Vallarta, dans la montagne, donc à 1300 mètres d'altitude. Puis après, la fin se faisait à Puerto Vallarta au niveau de la mer, donc c'était une course qui était davantage négative. Donc, il y avait 3300 mètres de dénivelé positif et 4500 mètres de dénivelé négatif. Avec un profil qu'on pensait roulant. Si on regarde la carte, on se dit, ça y est, ça va être quand même assez roulant. Est-ce qu'on prend des bâtons? On n'en prend pas. L'organisateur disait que ça allait se gagner à peu près en 8 heures. Alors, on s'est dit, parfait, nous, on va finir avant qu'il fasse noir, tout va bien. Pour se rendre compte qu'après, il y avait des portions très roulantes, en effet, mais il y avait beaucoup de portions hyper techniques. Et comme je disais, on a choisi la course, c'était quand même organisé par UTMB. Ça nous donnait quand même un gage de qualité, là. Donc, on s'est dit, on va embarquer dans ce projet-là. La date était bonne. Alors, on a dit go. En plus, c'est une station balnéaire, beaucoup de vols, beaucoup d'hôtels, donc assez facilitant pour le transport et l'hébergement. Puis, comme tu l'as dit, on partait dans les montagnes et c'est une course vraiment avec un spectacle visuel incroyable. Et on finissait sur le bord de la mer dans le vieux village de Puerto Vallarta. Donc, c'est ça qui était un peu cet événement-là. Fait que, juste avant de commencer, juste vous dire une petite chose. Normalement, on commence les présentations avec le fait les biais commerciaux. Alors, juste vous dire qu'on n'a aucun biais commercial. Il y a juste Emmanuel qui nous a fait une petite blague en intégrant le quadriporteur VO2 Min, 0 drop, 180 RPM. Donc, voilà, c'est le seul commandite qu'on a, mais voilà. Qui trahit notre âge, mais qui ne trahit pas le fait que vous vous êtes servi d'un mode de propulsion pour compléter votre épreuve. De toute façon, je ne pense pas que ça serait passé un quadriporteur dans ces sentiers-là. Fait que, tu sais, si on revient au processus, en fin de compte, qu'on a mis en place par la suite, là, tu sais, moi, je voulais planifier un voyage qui était un mélange, bien évidemment, d'entraînement, mais aussi un voyage familial où on profite. Et puis, dans la planification, on a vraiment mis en place non seulement une planification au niveau de l'entraînement, mais aussi au niveau de l'analyse de l'environnement et ainsi de suite. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que moi, dans mon horaire très chargé, en fin de compte, c'est sûr qu'il fallait, dans la planification aussi, savoir faire le mieux avec le minimum de temps. Donc, c'est sûr que puis Yves a eu une approche un petit peu plus différente. Il y a un petit peu plus de temps. Il est un peu plus focus aussi. Donc, on va parler un peu des deux approches, mais comment réussir un événement comme ça avec ce qu'on avait. C'est bien que tu nous le dises parce qu'on a justement une personne qui très, très rapidement nous a posé la question, nous disant qu'habitant en ville, elle trouve ardu de prendre le temps de se rendre en sentier pour s'entraîner, qu'elle souhaiterait faire aussi du trail comme vous.
Puis il se demande donc, est-ce que vous avez toujours fait de l'entraînement en sentier? Est-ce que c'est nécessaire de toujours s'entraîner en sentier pour aller compétitionner en sentier? Comment vous avez négocié cet arbitrage-là entre j'ai pas beaucoup de temps pour m'éloigner, pour aller dans des sentiers qui seraient aussi techniques ou à peu près aussi techniques que ceux sur lesquels je vais compétitionner, pour essayer de trouver des conditions environnementales similaires? Comment vous avez trouvé l'équilibre là-dedans? Nous, ça a été relativement simple parce qu'on est à proximité de la forêt. Là, on est à 2 pas, c'est vrai. Là, on est juste à côté du bois. Donc, le gros de notre entraînement a été fait en sentier. On a accès à une montagne aussi qui est à proximité. On a le relais au Lac-Beauport qui est à 5 minutes à la course. Par contre, je comprends la réalité des gens qui habitent en ville, qui ont peut-être moins de temps. En fait, pour répondre à la question, oui, on peut s'entraîner quand même majoritairement en route, mais de garder quand même des week-ends où on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps, peut-être moins contraignant au niveau de l'horaire, d'aller en montagne, d'aller faire du dénivelé. On va en parler tantôt, la préparation pour du trail. Il faut quand même intégrer des trucs spécifiques. Donc, pour les gens qui habitent en ville, si pendant la semaine, on a justement le Mont-Royal pour zigzaguer un peu, ou même si on est sur une plaine, on peut quand même imbriquer à ça des week-ends plus chargés en montagne. Bref, ça se fait là. Mon concern a été beaucoup plus sur comment je peux intégrer un peu de route dans ma planification, parce que moi, je ne cours que en trail. En arrière de la maison, c'est des sentiers techniques si je veux. Il faut que j'intègre un peu de route pour me préparer à des sentiers un peu plus roulants. Quand on avait l'idée du Mexique, il y avait des segments roulants, puis tu es capable de tolérer de courir plus longtemps. Donc, moi, ça a été plus ce sur quoi on s'est attardé. Une des choses qu'on a regardé, là, c'est quoi nos facteurs limitants, en fin de compte, pour, quand tu manques de temps, en fin de compte, s'assurer de s'attaquer aux facteurs limitants. Puis, moi, j'en identifie quelques-uns. Je me connais, après 5 heures de course, j'ai un facteur limitant qui est mon corps me fait mal, ma tête ne veut plus courir et il y a un aspect très tolérance psychologique à la douleur que je devais aller explorer en faisant du plus long. Donc, ce n'est pas une question de VO2, ce n'est pas une question juste de tolérance mécanique, c'est aussi une question de qu'arrive-t-il après 5, 6, 7 heures de course? Comment je fais pour tolérer, en fin de compte, ces mécanismes-là? Et puis, d'échanger, par exemple, avec Mathieu Blanchard qui me dit, moi, je n'ai pas de douleur. Quand je cours, c'est sûr que moi, mon corps me fait mal. Et quand je dis me fait mal, ce n'est pas juste de la courbature, c'est des douleurs neurologiques profondes, c'est des choses que certains certainement expérimentent en ultra-trail. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je sois capable d'aller dans ces facteurs-là. Puis être capable de courir en continu. On s'était dit, OK, ça va être roulant, fait qu'il faut qu'on soit capable de courir et pas juste monter, descendre, où tu marches avec des bâtons en montant, tu varies les niveaux de stress, tu varies les rythmes. Là, c'était d'être capable d'enchaîner du continu. Donc, c'est une des choses, par exemple, moi, que j'ai beaucoup travaillé. Un des facteurs limitants, on savait quand même, moi, je sais que je suis très mauvais à la chaleur. J'ai fait 2 courses dans ma vie qui ont très mal été, qui étaient Trans-Grande Canaria et l'île de la Réunion, la Mascareigne, des 65 km. Et la chaleur vraiment me tue. Donc là, c'était de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Finalement, je n'ai pas fait grand-chose, mais puis ça a mal été aussi, mais quand même, c'était... Et puis après ça, la tolérance mécanique, être capable de descendre des côtes et pas être scrap après une moitié de course. Là. C'est ça. Excuse-moi, Olivier. Oui. La question de la chaleur aussi est un défi quand tu t'entraînes au Québec pour une course qui va être dans un contexte où il va encore faire chaud à la fin du mois d'octobre, où tu peux bien faire des protocoles d'acclimatation à la chaleur puis à l'humidité au Québec durant les mois de juin, juillet, août, mais quand ça fait 2 mois qu'il fait plus chaud chez toi, à moins de faire du sauna, de l'entretien, de courir trop habillé, de vraiment insister là-dessus, tu vas perdre tes adaptations d'ici à la date de ta compétition. Exact. On avait une coupure quand même assez franche. Il y avait assez de temps, suffisamment de temps entre la dernière chaleur et notre événement pour perdre complètement les acclimatations. Mais comme Blaise a dit, dans le processus, c'est un peu la même approche. On est vraiment, ça a été déterminant dans notre préparation, c'est quels sont les facteurs limitants. Les siens étaient ce qu'il a nommé tantôt. De mon côté, moi, je savais que j'avais des problèmes de crampes au fléchisseur quand j'arrivais autour de 40 km. J'avais beaucoup de douleur dans les chevilles, donc de la raideur, j'avais de la difficulté à poser le pied au sol. Après 40 km aussi, on savait que le D- allait être un facteur. On était quand même davantage en dénivelé négatif. Donc, il fallait qu'on ait une bonne tolérance musculaire. Et la chaleur, comme Blaise a dit, moi, ce que je l'ai pris en charge, là, j'ai essayé de m'acclimater comme je pouvais en faisant des saunas 2 semaines avant, 4 fois par semaine, des 20 à 30 minutes. Je ne sais pas si ça n'a pas dû me nuire, mais est-ce que c'était suffisant? Je ne le sais pas.
Mais de garder en tête, c'est ça, c'est le truc pour y aller par élimination, de dire quels sont les facteurs qui vont me limiter, puis comment je peux les placer dans mon calendrier sans que ça devienne trop contraignant aussi. Comme je disais, moi, j'avais un peu plus de temps. J'aime ce petit côté méthodique de cocher des cases, de dire, OK, j'ai vraiment tout fait. Donc, j'ai quand même été capable de couvrir la majorité de ces trucs-là avec ma préparation, là. Tous les deux, vous avez mentionné le dénivelé négatif. On a justement André Gagné qui posait une question là-dessus, disant que c'est une course qui comporte 4000 mètres de dénivelé négatif, des moins pour les intimes. Et donc, comment vous avez fait, vous, au Québec, pour insister davantage là-dessus? Parce qu'il dit, dans le fond, des descentes de 1000 mètres en continu, au Québec, on ne trouve pas ça. Comment vous avez fait pour travailler sur le dénivelé négatif en étant toujours obligé de remonter avant de pouvoir redescendre? Ben, tu sais, il y a deux choses. Moi, je vais à Chamonix une fois par année au mois d'août. Des 1000, 1500 négatifs, on en a. Fait que si on veut en encaisser, on peut. On a été encore une fois très méthodique là-dessus. On a commencé par un relais de 200 mètres aller-retour, 200 mètres de D+, et de D-. Et on a augmenté à chaque semaine d'à peu près à 11, c'est rendu à 8, mais à travers aussi des petits week-end shocks et des sorties extérieures de la région de Québec. Mais on avait systématiquement une fois par semaine un entraînement de dénivelé. Et tu peux faire des dénivelés relativement limités en distance, mais si tu te laisses aller et tu casses vraiment du muscle et que tu as vraiment un impact, tu ne modères pas trop les forces d'impact en descendant, tu peux vraiment créer du dommage musculaire de façon importante. Et c'est quand même très impressionnant de voir comment la machine humaine s'adapte à ses capacités d'adaptation, entre autres à la courbature. Parce que quand on a enchaîné 8 relais, ça n'a absolument rien changé. Le lendemain, je me sentais comme la première fois que j'en faisais un, simplement parce qu'on y est arrivé de façon graduelle. Et je suis arrivé à Chamonix, on a fait un week-end choc à Chamonix où j'ai fait 35, puis le lendemain 50. Dans le 50 km, on avait 3000 de D-, et on a fini avec de la flégère jusqu'en bas à Chamonix à haute vitesse, en se laissant vraiment aller à très, très haute vitesse. Et finalement, le lendemain, c'était des courbatures qui étaient relativement subtiles. J'aurais fait ça en début de saison, je n'aurais pas marché pendant une semaine et je me serais clairement blessé. Donc, on a des adaptations musculaires qui sont extrêmement rapides. Il faut juste bien le quantifier et y aller graduellement. Et à partir du moment où on a développé une adaptation, ramener un stimulus pour rappeler l'exigence à tous les 10 jours, 15 jours, ça peut même aller jusqu'à une fois par 3 semaines, suffit pour maintenir cette adaptation-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ce n'est pas nécessairement agréable de se recourбaturer régulièrement. Mais ouais, une fois qu'on a développé cette tolérance-là, on la garde. J'irais même plus loin, ce n'est pas nécessaire de se courbaturer. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des adaptations et des tolérances à l'excentrique, les descentes de côte, sans jamais être courbaturé si on est très graduel dans notre progression. Je n'ai pas été courbaturé. Dans la préparation, là, moi, c'est zéro avec la progression qui était logique, bien étalée. Je n'ai pas eu une fois une courbature. Puis c'est ça. En fait, ce que ça nous apprend aussi, c'est que la somme du dénivelé qu'on a pu faire, en variant la vitesse, en y allant plus engagé en descente, créait quand même des bonnes adaptations parce que après le 100 km, moi, j'avais les quads. Puis pendant la course, j'ai eu aucune limitation périphérique. Là, les cuisses ont tenu du début à la fin et même le lendemain, je n'avais aucune courbature. Fait que la somme du dénivelé, même si ce n'est pas fait en continu, a quand même un impact positif. Donc, si vous n'avez pas de dénivelé de 1000 mètres continu, ce n'est pas grave, on peut quand même cumuler. Super. On parlait des facteurs limitants tout à l'heure. On est deux petits vieux, là. Puis une des choses, en fin de compte, c'est d'être capable de passer à travers un programme sans trop se blesser, sans se blesser. Bien évidemment, il y a plein de petits pépins qu'on ajuste, là, mais on s'est quand même rendu au bout sans se blesser. Et il y a des éléments clés là, dans le training, en fin de compte, qu'on a intégrés que je pense qui ont vraiment une très grande valeur que les gens doivent connaître, entre autres, de courir tous les jours. Fait que ça, c'est une des choses en physiothérapie qu'on réalise de plus en plus, non seulement avec la science, mais avec l'expérience clinique. Les petits stress fréquents amènent beaucoup moins de problématiques que les gros stress peu fréquents. Et la régularité du stimuli et du stress amène des adaptations qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau des tissus qu'on n'appellera pas musculaires, mais les tissus à plus faible métabolisme, comme les tendons, les fascias, etc. Donc, une des choses qu'on s'est dit, et on a réussi à tenir ça de façon pendant 4 mois, là, à tous les jours, faire un entraînement de course. Et le jour où tu n'as pas le temps, le jour où tu ne peux pas sortir, tu pars 10 minutes, tu gardes ton jeans puis tes souliers de ville, mais tu cours pendant 5 minutes, 10 minutes juste pour dire que tu as fait ton entraînement.
parce que c'est une très grande valeur sur la prévention des blessures. Ça a été un facteur déterminant pour moi aussi qui avait des antécédents de blessures quand même récurrentes au niveau du solaire, tendon d'Achille. En courant tous les jours, tout ça est comme disparu. J'étais capable d'augmenter la charge, j'étais capable d'avoir au moins en continu. C'était la première fois depuis à peu près 10 ans que je suis capable de courir en continu sur une longue période, puis c'est en courant un peu tous les jours de façon hyper assidue, récurrente, là, avoir un stress mécanique quotidien, ça a fait toute la différence. Ouais. Pour cette dimension-là de la prévention des blessures aussi, j'imagine qu'il y a une certaine corrélation avec l'âge. Vous devez vous souvenir d'époques dans vos vies où vous pouviez vous permettre d'en faire davantage du point de vue de l'entraînement, puis de quand même bien récupérer de chaque séance, puis d'être capable d'en enchaîner davantage. Est-ce que vous avez utilisé une approche, dans le fond, d'adaptation de la densité de votre programme d'entraînement pour mieux y récupérer, étant donné le fait que vous êtes rendu à un âge où vous le savez que c'est plus exigeant de compléter une séance, de finir dans un état favorable à en faire une autre le lendemain, etc.? Mais en fait, on a ciblé les week-ends. On avait dans notre calendrier, en fait, tout a démarré avec, on va faire une course préparatoire qui était le QMT 50 pour voir un peu faire l'état des lieux. Puis suite à ça, on a dit dans le calendrier, qu'est-ce qu'on peut faire comme gros week-end? On avait fait le 24 heures du lac. On s'était dit, on va courir beaucoup là. On a mis au calendrier des longues sorties. Puis je te dirais que notre planification n'était pas basée au quotidien sur qu'est-ce qu'on allait faire exactement, mais on savait très bien qu'on allait avoir une progression qui allait nous mener à ces week-end chocs-là ou à ces périodes où on avait plus de volume. Et au quotidien, on suivait vraiment nos sensations. Des fois, on disait, ouais, on pourrait faire un VO2, on se regardait, bof, on est complètement explosé, ça ne fonctionnera pas. On faisait un petit jog. On n'a pas vraiment lutté beaucoup comme à l'époque, quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais capable de faire en continu des grosses mises en charge progressives jusqu'à un point de rupture. Et après, je me reposais. Là, mon corps était un peu vivotant. Puis j'étais à l'écoute au quotidien, une moins bonne nuit, obligations familiales, travail, peu importe. C'était pas hyper rigide, puis c'était quand même relativement le fun aussi à faire parce qu'il n'y avait pas cette rigidité-là. On savait où on s'en allait, on savait qu'est-ce qu'on devait faire pour se préparer pour les gros week-end chocs. Puis on y est arrivé parce que justement, on a écouté dans le processus les signes de fatigue, puis on s'est permis de récupérer quand c'était le temps. Tu sais, moi, ça fait des années et des années que je ne cours pas de programme. Je cours tous les jours, tu sais, je fais du sport, je fais plein de choses, puis des fois, je fais de l'intensité, puis je fais des intervalles. Mais ça fait des années que je n'ai pas de programme. Et là, dans une planification comme ça, on a planifié ça beaucoup plus par bloc. C'est quand les fins de semaine où là, on fait des week-end chocs, on est dans des longues semaines, on est dans des sorties à l'extérieur. Et puis après ça, le reste, c'est de s'assurer que semaine après semaine, on a quelque chose qui se tient, où on fait un petit peu de VO2. On a fait du VO2 de montée, entre autres. On a appris à marcher avec les bâtons. On a du remplissage aussi. On a fait quand même du volume. On a fait une belle grosse semaine à un moment donné, 125 km. Où on a combiné une longue sortie en milieu de semaine de 60 kg pour Yves. Moi, à 50, j'ai dû arrêter, j'avais mal à la hanche. Mais 4 jours après, on faisait le demi-marathon de Québec avec nos experts 2.0 en 1,29, qui était plus une sortie jog rapide, mais qui était quand même dans l'objectif, en état de fatigue, de faire quelque chose qui était de soutenir un rythme et ainsi de suite. Donc, on avait des blocs comme ça de définis. Mais moi, je serais, si j'ai un coach qui me coach, bien évidemment, il va falloir qu'il y ait toute la souplesse que moi, je suis obligé d'avoir pour un horaire trop chargé, pour des défis que j'ai dans ma planification, là, avec les voyages, etc. On a deux questions qui sont entrées d'auditeurs à l'écoute présentement. Pierre Carbonneau et Éric Mailloux qui se demandaient donc si vous avez, en plus de votre entraînement pour préparer vos quadriceps aux descentes, fait du renforcement musculaire avec des charges externes, donc des squats avec des poids lourds dessus. Donc, est-ce que vous avez intégré ce renforcement-là et le cas échéant, là, avec quel type de protocole? Fait que je vais commencer, Yves. Ça va être plus rapide. Moi, j'ai juste pas le temps. En fait, si j'ai un 30 minutes, ma question, c'est je fais une muscu ou je m'en vais jogger? Et au stade où je suis, moi, tout le temps que je suis capable de passer, c'était j'essaie d'aller courir, même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes. Mais je ne dis pas que c'est optimal, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais ma muscu fonctionnelle, je l'ai faite entre autres en faisant de la descente excentrique pour me préparer spécifiquement à ce que j'avais besoin. Est-ce que c'est optimal pour performer? On sait avec la science actuellement que la muscu amène clairement un bonus très intéressant. Personnellement, je l'ai intégré à mon programme. Je faisais de la musculation qui m'a amené à faire de la force maximale, donc très peu de répétitions. Je faisais du
En fait, j'ai essayé de ne pas trop pousser la note. Là. Je montais à 5 répétitions en sachant que j'en avais peut-être une encore de plus en dessous de la ceinture. Je ne voulais pas me blesser. Donc, j'ai priorisé 3 exercices. Je faisais du back squat, donc full squat, là, vraiment avec quand même beaucoup de charge. Après, je faisais du deadlift et je faisais un exercice de mollet aussi que je voulais renforcer là, mes mollets qui avaient une petite faiblesse. Je faisais ça 2 fois par semaine, puis j'ai stabilisé dans les charges. Je n'ai pas augmenté les charges tout le temps. J'ai stabilisé même mon renforcement quand même assez vite pour être sûr de passer à travers aussi toute la charge d'entraînement qu'on avait. J'ai ajouté à ça aussi travail corps, abdos, dorsaux, 3 à 4 fois par semaine, des exercices de mobilité, du stretching. J'ai vraiment tout fait, là. J'ai tout fait ce que je pouvais faire. Est-ce que ça s'est traduit par une meilleure performance? Je ne le sais pas. Mais quand je suis arrivé sur la ligne de départ, je me suis dit, ça ne peut pas durer. Puis je me sentais quand même en confiance. Mais voilà, moi, j'avais un peu plus de temps. Je me suis installé un rack à squat à l'extérieur chez moi, fait que j'étais dehors. J'ai rendu ça le fun, facilitant. Puis c'était important pour moi de l'intégrer, surtout à l'approche d'une grosse épreuve comme ça qui était un peu intimidante. Là. Ça m'a aidé du moins à me préparer mentalement. C'est quoi, Yves, les autres choses que tu as faites parce que tu as utilisé d'autres choses que moi, je n'ai pas fait du tout. Oui, c'est ça. Ben, musculation, je l'ai dit, corps, la mobilité des chevilles, je faisais des exercices de mobilité. Je m'assoyais sur mes talons, si on veut, avec les jambes, les orteils complètement par en arrière. Pour travailler, j'avais tout le temps des contraintes au niveau de mes chevilles, puis ça m'empêchait de courir quand j'arrivais à 40 km. Puis avec le processus d'entraînement, on a quand même augmenté le volume. Est-ce que c'est le volume qui m'a permis d'être plus tolérant ou c'est cet exercice-là? Moi, je crois que c'est l'exercice, mais on pourra en discuter longtemps. J'ai fait, vu que j'avais des problèmes de fléchisseurs, adducteurs, j'ai fait beaucoup de stretching à ce niveau-là. J'ai planifié la nutrition avec Isabelle Morin. On s'est fait une consultation d'1 heure. J'avais quand même des connaissances, mais je voulais être sûr que je prenais les bonnes décisions pour encadrer toute ma nutrition. Comme je disais tantôt, j'ai fait des saunas 2 semaines avant. J'aurais pu peut-être les tirer un peu plus, mais somme toute, c'était quand même bon. J'ai vraiment creusé pour optimiser le poids qu'on allait avoir pour notre événement. Il y a toujours le matériel obligatoire. Fait que j'ai vraiment regardé la liste obligatoire, comment on peut optimiser notre poids. Notre collègue Mathieu Blanchard nous a quand même donné quelques petits cues super intéressants là-dessus. Mais au niveau du poids, c'était optimal. Quand même assez important. Un sac à dos pendant 10-15 heures sur le dos, ça peut faire une différence. J'ai aussi fait des exercices respiratoires, de contraintes respiratoires en inspiration-expiration. Guy Thibault nous avait dit dans une conférence qu'il y avait un impact positif sur la performance. J'ai dit, pourquoi pas? Moi, je suis asthmatique en plus. Ça ne peut pas faire de tort. J'ai optimisé mon sommeil du plus comme je pouvais, vraiment essayer d'optimiser le dodo le plus tôt possible, contrôler mon environnement pour me coucher tôt. Même chose pour les collations post-entraînement. J'ai vraiment mis le paquet, tout le temps des drinks, protéines, glucides, post-entraînement, quand c'était des gros entraînements, pas tout le temps. Bref, je ne peux pas dire que je n'ai pas retourné tous les postes qui étaient possibles. J'ai vraiment fait le tour, puis ça s'est avéré. En fait, je suis arrivé en confiance, puis c'est ça qu'on veut. Hein. Dans un événement comme ça, est-ce que ça va être la différence au niveau physiologique? Peut-être pas. Mais en étant sur la ligne, je savais que j'avais tout fait ce que je pouvais avec le temps que j'avais. Henri Leclerc a eu une cloche qui a sonné quand tu lui as parlé des exercices d'étirement que tu faisais, puis de ton renforcement, le gainage du tronc. Il se demandait comment tu as intégré les exercices d'étirement. J'imagine que ça veut dire, est-ce que tu les faisais en revenant de courir, à distance des entraînements, les jours où tu avais eu des séances difficiles et tout? Puis de la même façon, là, donc, est-ce que dans la routine de gainage que tu faisais pour les abdos et compagnie, tu faisais du renforcement des muscles profonds, là, suivant des protocoles de type Pilates? Oui, j'activais en fait les exercices de stretching, appelons ça comme ça, là, se faisaient souvent le soir en regardant la télé. Puis des fois, je le faisais après un entraînement le dimanche en particulier, parce que mon garçon avait un cours de trempeau. J'étais à l'extérieur, puis j'attendais, j'avais du temps à perdre un peu. Fait que je faisais et corps et stretching. Mais sinon, je le faisais le soir, puis c'était pas des exercices, c'était pas long. C'était vraiment des exercices hyper simples où j'allais, en regardant la télé, ça me prenait 10 minutes, puis c'était réglé. Puis pour ce qui est des abdos, c'est ça ce que je faisais. J'essayais d'activer aussi dans mes exercices. Je faisais des exercices qui activaient mes fléchisseurs. Donc, je faisais, je ne sais pas comment on l'appelle, le ciseau, là, un crunch fermé. Là, c'est que j'amenais mes genoux vers moi tout en faisant un crunch. Donc, j'activais quand même tout ce qui est fléchisseur. Puis après ça, un peu d'isométrique, mais j'étais allé vraiment dans la base. Je n'ai pas réinventé la roue, puis ça m'a quand même permis je me sentais solide. Mais je n'ai pas passé des heures et des heures et des heures là-dessus. C'était de façon récurrente
3-4 fois par semaine. Ça me prenait 10 à 15 minutes parce que si c'est plus long que ça, moi, je n'adhère pas. Là. Fait que j'ai gardé ça simple, puis ça s'est avéré quand même bon parce que je n'ai pas eu de douleur de dos non plus. Je me suis senti solide, puis voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Et juste pour renchérir là-dessus, Yves a fait beaucoup de choses que moi, je n'ai pas faites. Entre autres, une des choses, par contre, que j'aurais peut-être certainement dû plus faire, mais j'étais malheureusement non disponible et je suis parti enseigner en plus en Italie en même temps, qui était juste avant la compétition, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est entre autres les saunas qui, ça, je pense, m'auraient peut-être aidé à mieux tolérer la chaleur parce que même la semaine qu'on a passée là-bas avant la compétition a été largement insuffisant pour même pouvoir s'entraîner un petit peu tellement il faisait chaud par rapport à nos habitudes. Mais l'ensemble de tous ces facteurs-là, moi, je m'interroge toujours, c'est quoi leur valeur par rapport à la performance versus la valeur par rapport à la confiance que tu as en toi pour aller faire une performance. Et moi, j'ai été beaucoup plus dans une approche, par manque de temps aussi, d'exposition graduelle. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me préparer? Et je fais référence, entre autres, au Weekend Shock et aux longues sorties. Donc, on était à Chamonix en famille toujours. Moi aussi, c'est aussi le calcul de faire des choses avec ma blonde. Donc, on était à Chamonix, on a fait un beau Weekend Shock de 85 km là-bas. Mais en amont de ça, la Terrière, Lac-Vert, ceux qui n'ont jamais fait ça, là, c'est magique. Là, c'est vraiment un super beau sentier. Un 35-40 km à peu près. Et puis, on a fait aussi ça c'était notre fin de semaine à droite là, dans la vallée de la Jacques-Cartier où on a fait un 50-60. Fait que là, on revient à la voiture, on se ravitaille, on repart, on fait des boucles et essayer de faire on avait fait une bonne sortie cette journée-là. Mélanger aussi à des intervalles, à de la vitesse, à garder un peu l'habitude de l'asphalte pour que ça restait en habitude parce qu'on savait qu'il y avait quand même de la route là-bas qu'on allait faire un peu dans la course. Donc, ça fait partie des choses dans l'exposition graduelle qu'on a faite à travers tout ça. Avant qu'on attaque comment l'épreuve s'est déroulée, on va prendre la dernière question qui nous est envoyée. Alistair Louvrier qui demande, en fait, dans la planification, vous saviez que vous aviez une épreuve qui faisait 93 km. Donc, est-ce que vous avez fait une rétro-planification qui vous a amené à faire la distance complète durant un week-end shock ou durant un entraînement ou durant une semaine? Est-ce que vous vous êtes basé sur la distance pour planifier votre progression de volume jusqu'à l'épreuve? C'était le plan. C'était le plan. Ça n'a pas marché. Mais c'était le plan initialement. Puis c'est pour ça que moi, quelques semaines avant, j'étais en Italie, puis je n'étais pas confiant de pouvoir tolérer parce que le plus long que j'avais fait, c'était 50 kg. Et là, j'ai été dans un parc, puis j'ai commencé à courir, puis j'ai couru 60 kg dans un parc en tournant en rond dans le parc de Monza, entre autres, où il y avait eu le Subtou. Et c'est quand même un beau gros parc. Et à me ravitailler dans un petit resto, à aller prendre une bouteille d'eau, un croissant au chocolat et repartir pour une autre heure de course et de cumuler comme ça. C'était notre plan de faire ça, mais finalement, encore une fois, les contraintes, les petits bobos, les repas obligés, les voyages, etc., amènent quand même une grande complexité dans une préparation. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Tu pars en rétrospective, tu reviens 4-5 semaines en arrière à chaque fois, puis tu te places des week-end shocks qui sont progressifs et graduels. Là, c'est le coach qui parle. Ce que j'aurais aimé faire, pardon, et que ce que je prescris à mes athlètes souvent, c'est qu'on part de l'épreuve, par exemple, on prend un 100 km. Je vais m'attendre à ce qu'ils soient capables de faire le 100 km en 3 jours, puis en 2 jours, mais je ne le ferai pas faire dans une journée. Puis le 60, ça peut être un 60-30 comme préparation pour la dernière phase ou un 70, c'est un peu étiré, là. Mais non, on ne fera pas une distance complète d'une journée là, à l'entraînement. Mais c'est ça, c'était le plan. On a quand même le 24 heures du lac dans le mois de juillet, fin juillet, était prévu pour ça. Moi, j'ai fait un 40 plus un 20. Donc, puis après ça, j'ai été capable de faire un 63 là, dans une journée. Je ne serais pas allé plus que ça. Mais dans le meilleur des mondes, on aurait ajouté des trucs. Là, il y a des choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait aimé faire, dont ajouter de l'entraînement croisé, faire du vélo après de la course, enchaîner des longues sorties. Mais moi, c'est ça, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait sans se blesser. On est arrivé là, les deux en santé, donc l'objectif était atteint. Là. Alors, vous arrivez là-bas, vous découvrez que c'est tout le temps l'été, alors qu'à Lac-Beauport, on était creux dans l'automne. Vous arrivez dans un contexte où vous savez que vous allez courir aussi dans des sentiers qui ne ressemblent pas du tout à ceux dans lesquels vous vous êtes entraîné. Quel est le processus? Là? Vous êtes sur la ligne de départ, vous êtes dans le doute, vous êtes excité, vous avez peur. Qu'est-ce qui vous habite à ce moment-là?
Première chose, là, si les gens qui écoutent, qui veulent aller faire cette course-là, là, on avait pris des bonnes décisions parce que Mascota est quand même assez loin de Puerto Vallarta par le circuit routier, là. On s'était loué un hôtel la veille à Mascota. Il y a des gens qui prenaient le bus à 3 heures du matin pour s'en venir sur des routes un peu chaotiques. Nous, on avait un hôtel là-bas. Le départ était à 8, si je ne me trompe pas. Fait qu'on a eu le temps de se réveiller, déjeuner, tout ça. Ben, en fait, mon hôtel était cool. Le sien n'était pas si bon que ça parce qu'il était avec la famille et tout ça. Tu étais sur une ferme avec des animaux et tout ça, là. Mais bref, mon hôtel était à 300 mètres de la ligne de départ. Donc, à considérer si vous faites cette course-là. Donc, on était quand même, ils sont venus me retrouver, on était prêts, le départ était à 1 heure de descente. Moi, partir la nuit, là, ça serait un facteur pour me faire laisser tomber l'événement, là. Donc, 8 heures du matin, on s'est dit, c'était frais en plus à Mascota le matin, à 1300 mètres d'altitude. L'ambiance était bonne, c'était bien parti. On se place sur la ligne de départ, comme vous pouvez voir sur la photo. Et 5 minutes avant le départ est remis d'1 heure. Ah, merde, ça a commencé avec ça. Donc, vive le Mexique. Oui, classique voilà. de cette... Mais ça fait partie des choses, tu sais, en ultra-trail, tous ceux qui en font vont vous dire la même chose, tu sais. Ça nécessite une adaptation à tout moment. Il y a 50 000 petits bobos problèmes qui vont apparaître dans ta course, des défis qui vont arriver. Puis, ce que tu es sûr, c'est que si tu le règles, il y en a un autre qui va arriver un peu plus tard. Tu sais. Fait que là, j'ai mal un peu à ma hanche, OK, mais c'est quoi la prochaine affaire? La hanche, tu ne la sentiras plus dans 1 heure, mais tu vas avoir autre chose. Une ampoule, de la nausée, pas capable de manger, plus d'eau. Moi, si on parle des défis qu'on a vécus pendant la course, là, ils ont été nombreux, là. À partir de 26 kills, là, on avait les pieds mouillés jusqu'à la fin de la course, là. Parce qu'on traversait des rivières continuellement et ça, on n'avait comme pas prévu ça, là, tu sais. L'autre défi, c'est qu'il faisait tellement chaud que je n'ai jamais sué autant de toute ma vie. J'ai manqué d'eau entre les ravitaux de façon considérable, là. Je buvais aux rivières, là. Je remplissais mes bouteilles aux rivières parce que sinon, je n'aurais pas fini, là, tu sais. Ce qui n'est peut-être pas optimal, tu sais. Quoique finalement, je n'ai pas été malade, hein, parenthèse. Fait que... Tout ce qui t'est arrivé, d'être malade à cause de l'eau des rivières, ça n'a pas été un cas. Non, exactement. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Puis, tu sais, on dit le départ a été retardé d'1 heure, mais c'est le dernier des soucis. Avec le recul, quand je regarde toutes les problématiques qu'on a eues pendant cette course-là, c'est le dernier des soucis. Tu sais, ça m'a permis d'aller refaire une sieste à ton hôtel. Je me suis couché, j'ai même redormi avant la course. Donc voilà, donc c'était ça, Mascota, le départ. Et puis, bon, on a eu des incantations quand même au début, là. Ils sont passés pour tout ça. Et puis après ça, on est parti dans cette fameuse vallée de Mascota jusqu'à la mer, où il y a quand même pas mal de dénivelé, pas mal de montagnes. Et puis, ça monte jusqu'à 1900 mètres de dénivelé. Donc, il y a un petit défi quand même avec l'altitude. Et puis voilà. Et sur les sentiers, nous, on s'attendait à avoir quelque chose de super roulant. Et finalement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des segments très roulants, mais il y avait des segments très raides, en descente, en montée, très techniques, qui fait en sorte qu'il y avait des segments où tu n'avançais vraiment pas et où tu n'arrivais pas à courir vraiment, où c'était vraiment complexe. Puis moi, des souvenirs que j'ai aussi, c'est les longs faux plats montants roulants, mais juste assez montants pour qu'à mon niveau de VO2, je ne cours pas. Puis je me dis, non, je vais me fatiguer, tu sais, ça ne marchera pas. Fait que je marchais. Fait que c'est sûr que ça a été long. Voilà. Mais super, super beau parcours. En général, les ravitaillements dans des petits villages, c'était des habitants, c'était des bénévoles, mais on voyait que c'était quand même à proximité des petites fermettes et tout ça. C'était quand même cool, là. L'ambiance était quand même bonne. Un des défis aussi qu'on a eu, c'est l'accès au. En fait, les ravitaillements, il y avait des ravitaillements qui étaient organisés. L'organisation s'occupait des ravitaillements, mais il y avait certains ravitaux qu'on avait le droit d'avoir de l'aide d'un crew. Là, les gens pouvaient y accéder. Du moins, c'était sur papier le cas. Mais pour se rendre compte, moi, je suis arrivé au 2e ravitaillement. J'ai vu Isabelle et la mère à Blaise arriver à la course avec mes trucs. Là, on vient juste d'arriver, on n'aura pas le temps pour les autres ravitaux, oublie ça. Fait que là, à partir de 25 km, ça nous dit organise-toi, on ne sera plus là. Puis c'était le cas parce que les chemins étaient trop difficilement accessibles. Donc, j'ai mangé des tomates et des morceaux de citron avec des Ritz un peu détrempés le reste de la course, là. Mais bref, ça fait partie des impondérables ou des trucs qu'on ne peut pas planifier. Puis j'avais des beaux lunchs tout près. J'ai rêvé à du chocolat, à du lait au chocolat toute la course, puis je ne l'ai jamais eu. Bref, il faut être prêt à s'adapter. Puis ça a été un facteur déterminant, mais bon, c'est ça l'ultra. Hein.
Ça, c'est les photos au deuxième ravito à 26 km. Fait qu'on est partis ensemble avec Yves. On avait quand même fait beaucoup d'entraînements ensemble. Au 50 Québec Mégatrail, on a couru détaché, puis tout d'un coup, on s'est rejoints, puis on a fini la course ensemble. Au demi-marathon de Québec, même affaire. On n'était pas ensemble tout à fait. Puis là, tout d'un coup, hop, on s'est ramassés ensemble, puis on a fini la course ensemble. Fait que là, au 14e kilomètre, on était encore ensemble. Je prends un peu plus de temps au ravito, Yves repart. J'arrive au 26, au deuxième ravito, et Yves repart du ravito quand moi j'arrive. Il y avait comme 1 minute ou 2 d'avance. Et là, j'ai dit, c'est terminé, mon homme, attends-moi pas, c'est sûr, tu ne me reverras pas. Je le savais à partir de 20 kills que la chaleur allait avoir raison de moi. J'arrivais déjà plus à manger comme il faut. J'avais un peu la nausée, je suais de façon impressionnante. Et ça, c'était au kilomètre 26. Et là, ma blonde nous annonce, puis moi aussi, que c'est impossible d'aller aux autres places qu'on avait prévues. Ça peut aller seulement au 72e kilomètre. Fait que jusqu'au 72e, on savait qu'on n'avait pas d'aide externe. On vivait la course avec les ravitaux qu'on avait. Comme dit Yves, moi, je voyais juste des tomates partout là, au Mexique, mais il n'y avait pas ce qu'on a l'habitude de manger trop. Mais et là, ben, au 72e, en fin de compte, ça leur a pris pour passer du 26 au 72e en voiture parce qu'il fallait faire un détour énorme. Ça leur a pris plus de 7 heures. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, Yves était déjà passé, en fin de compte, après ces 7 heures-là. Et donc, Yves ne les a jamais vus. Puis moi, quand j'étais arrivé, ben, finalement, il était là parce que moi, j'avais un bon retard sur Yves. J'ai fait 3 heures de plus dans cette course-là qui a été... voilà. Donc, ça, c'était au 26e kill. Puis on avait, par contre, on avait le droit d'un drop bag, un sac avec nos trucs au 62e kilomètre. Fait qu'une chance, il y a eu ça à travers tout le reste, des souliers de rechange, des trucs. Puis c'est ça, il y avait quand même un peu plus de nourriture à ce ravito-là, mais sinon, c'était quand même assez de base. Là. Fait que, beaucoup de rivières à traverser. Comme Blaise disait, on a commencé les pieds mouillés, on a fini les pieds mouillés. Le problème, en fait, les pieds mouillés, ça ne va pas déranger. Le problème, c'est l'infiltration du micro-sable dans les petites rivières. Avec le temps, c'est devenu du papier sablé dans mes bas, là, dans mes chaussettes. Donc, j'ai dû arrêter souvent à vider ça parce qu'il y avait juste une petite fine couche de sable qui faisait que ça a usé. J'ai eu des ampoules qui ont commencé à se créer. Mais ça a été, il y avait quoi, 50 fois, là, on traversait des rivières continuellement. Tout le temps. Ouais. Est-ce que vous suggéreriez aux gens qui vont faire des épreuves comme celle-là de s'apporter des sacs de plastique et de prendre le temps de se mettre les pieds dans les sacs avant de traverser les rivières pour ne pas devoir gérer comme tu as fait, non? Non, il y en a beaucoup trop. En fait, ce qu'on conseille, c'est de t'entraîner à courir avec les pieds mouillés. Et avec du micro-sable dans tes chaussettes. Moi, j'avais des pansements, j'ai été obligé d'arrêter de mettre des pansements autour de mes orteils parce que ça frottait trop. Mais même si je change de soulier, change de bas, même après le Huma, là, qui était le 62e kilomètre, il y avait encore des rivières à l'infini, là, ça n'aurait rien changé. Alors, peut-être un bas, je ne sais pas s'il y a des bas plus opaques. Le mien était quand même assez mince. Moi, j'ai des bas, j'aime courir avec des bas hyper minces. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu des infiltrations dans mes bas? Je ne le sais pas, mais anyway, moi, ça serait d'amener. J'avais vaseline, pansement dans mes trucs. Je m'en suis mis autour des orteils, j'ai mis des pansements, puis ça a été bon. Mais voilà. Mais quand les pieds sont habitués, plus solides avec le temps. Si tu as l'habitude de faire quand même un bon volume, d'avoir vécu des week-end shocks où tu as expérimenté un petit peu, que tu as eu un peu les pieds mouillés, et mieux que ça encore, tu as tanné tes pieds, la méthode podologique française, tu tannes tes pieds avec de la crème note puis avec du jus de lime ou de citron, tu deviens avec une peau qui est quand même beaucoup plus tolérante. Et moi, surprenamment, je n'ai pas eu de problème, pas d'ampoule, rien. Et ma préparation a été à peu près 1 semaine et demie avant l'événement. J'ai manqué de temps encore une fois, puis j'ai juste fait une petite préparation de base, mais ça a quand même avec les pieds mouillés, été suffisant pour passer à travers l'événement. Hein? Tu penses que c'est ça? Que c'est ça, je ne sais pas si c'est ça ou on s'est bien préparé, mais moi, ça a été vraiment pas pire. Ça n'a pas été un facteur limitant. J'en ai eu beaucoup d'autres. Mais ça aurait pu mal virer. Là. Moi, j'ai senti à un moment donné, je me disais, OK, là, si ça continue comme ça, quand tu as les pieds ensanglantés, puis c'est à des endroits quand même assez directs sur la chaussure, mais bref, ça s'est bien fini. Mais comme dit Blaise, il faut se préparer. Puis bon. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle représente quand même très bien notre course. C'est une image pendant la course là, où tu avais beaucoup de sections très techniques, très dures, très raides, pentues, montées et descentes, mais tu avais aussi des longs segments exposés au soleil sur de la terre poussiéreuse, battue comme ça. Et
pendant la journée, tu avais les troupeaux, les cow-boys, les motos, les chiens qui étaient là. Puis là, tu as tout ça dans la même photo. C'est vraiment une superbe photo que ma mère a prise en étant là-bas. Donc, ça représente assez bien quand même une bonne partie de la course. Et d'être exposé comme ça au soleil, c'est sûr que c'était quand même exigeant là, au niveau température, là, c'était tough. On peut parler des facteurs limitants. Ça, c'est le ravito du 72. Donc, quand j'arrive et que j'ai vraiment bien hâte de boire, là, il fait noir, mais à 11 h du soir, il faisait une chaleur torride. On suait quand même de façon importante. Et moi, je ne cours pas de montre, fait que je n'avais jamais aucune idée où est-ce que j'étais vraiment. Puis j'avais toujours l'impression que c'était le double de la distance que je venais. Je savais juste qu'entre deux ravitaux, il y avait 11 kills, puis je me disais, bon, à peu près, OK. Puis là, je me disais, je dois être rendu au 8e, au 9e, au 10e. Finalement, j'étais au 5e. Et j'ai même fait des siestes au milieu de la rue où je me suis couché pour me reposer, puis je me suis endormi. Et ça, c'était le ravito. On peut voir un peu ma face, là, un petit peu maganée. Mais ça m'a donné beaucoup d'énergie. Au 72e, on est reparti après dans la noirceur et en fin de compte, le reste de la course après ça, ça ressemblait à ça. Et puis c'était ça pas mal toute la fin de course, mais c'était quand même intéressant. On avait fait du repérage quelques jours avant par segment sur les derniers, on va dire 20 km à peu près, 15 km. Fait que du 72e, en fin de compte, on commençait à connaître un peu où on était passé et là, c'était très encourageant. Puis en plus, je pouvais voir ma famille sur les deux derniers ravitaux, 72e puis 80 quelques. Donc, ça a été, puis pour finir, il y avait un 500-600 mètres de dénivelé négatif progressif et de souvenirs, je me sentais très bien, j'arrivais à me laisser aller, même si j'avais eu un moment tough au milieu de la course pendant la journée. Oui, c'est ça. Moi, il n'y avait personne, il faisait noir, puis il n'y avait pas de coke au dernier ravito. Je rêvais à un coke, puis il n'y en avait pas. Donc, ça a été un peu décevant. Puis la bonne nouvelle, par contre, c'est que compte tenu qu'il n'y avait pas de membres de mon équipe qui m'attendaient, il n'y a pas d'image de ma gueule quand j'étais là-bas parce que c'était lamentable. Moi aussi, à 10 km de l'arrivée, là, ça n'allait pas du tout. J'ai géré ma chute à partir du 50e kilomètre avec des problèmes. J'ai vomi, j'ai eu de la misère à m'alimenter, mais j'ai tout de même été capable d'avancer tout le temps. Quelques erreurs dans le choix d'équipement. On avait, en fait, j'ai été un peu arrogant en me disant je vais finir avant qu'il fasse noir. Donc, ma lampe frontale, je vais la mettre au 62e kilomètre. Là. Finalement, je n'aurais peut-être pas besoin parce qu'on est parti avec des lampes hyper légères. C'était obligatoire d'avoir 2 lampes frontales en tout temps sur nous. Fait qu'on avait magasiné des lampes hyper légères avec une pile de montres. C'est vraiment ridiculement petit, mais ça a 4 lumens. Ça n'éclaire à peu près pas. Et puis après, au 62e kilomètre, on pouvait récupérer la lampe principale, donc faire l'échange pour que ma lampe principale, finalement, je me rende compte que ça éclairait à peu près pas, ça ballottait, c'était pas bon. Alors, ça a été hyper technique, hyper noir pendant 3 heures. J'y voyais rien. J'ai prêté une lampe frontale à une participante qui n'en avait pas, je ne sais pas pourquoi, ma petite lampe frontale. Finalement, j'ai mis ma grosse lampe frontale et ma petite dans mon front. Je devais avoir l'air d'un imbécile, mais pour avoir un minimum d'éclairage. Bref, un conseil, ne lésinez pas sur la qualité de la lampe frontale. Ça a été une erreur de ma part, puis Blaise aussi, tu peux la raconter. En fait, compte, c'est que moi, au 72e, il y a un malheureux qui n'avait pas de lumière, fait que j'y ai passé une de mes lumières, puis mon autre a lâché pendant la course, donc j'étais obligé de courir avec. Il faisait noir comme le loup, là. On ne voyait absolument rien, puis c'était ultra technique. Donc, clairement, c'était une petite marche. Même si j'avais l'énergie pour peut-être courir, je n'étais pas capable à cause de l'environnement jusqu'à ce que finalement, je pogne des sentiers qui étaient un petit peu plus roulants, un peu plus larges. Et pour la toute fin de course, en fin de compte, j'ai dit à ma blonde, écoute, suis-moi, parce qu'on avait un segment sur la route directement, c'était du pavé puis de la terre battue. Je dis, suis-moi en arrière pour m'éclairer avec la voiture. Et là, je me suis laissé aller à 4 minutes le kilo pendant à peu près 3-4 kilos à pleine vitesse, éclairé. C'est là que je pouvais vraiment reprendre un petit peu de temps. Et voilà, mais clairement, des erreurs des débutants. Puis, tu sais, donner sa lumière à l'autre qui n'en avait pas, ce n'était pas une bonne idée pour moi. Lui, au moins, il a réussi à faire son affaire, mais voilà. Puis, tu avais l'image de l'arche d'arrivée. En fait, l'arrivée était super belle. C'était sur le bord de l'eau. On avait fait la reconnaissance, on a fait la reconnaissance quelques jours avant, puis c'est une super belle allée qui longe la mer, puis on avait cette arrivée-là, on avait peut-être 1,5 km à faire sur le bord de la mer. Puis vous savez, quand on fait des épreuves comme ça, on fantasme un peu sur l'arrivée, comment elle va être.
je me faisais des images, il va y avoir les clôtures, les gens qui t'attendent comme si tout le monde était le centre de l'univers. Là. Ils vont t'attendre, il va y avoir une ambiance de feu. Et finalement, moi, je suis sorti de la ville pour aller sur cette allée-là. Donc, comme je disais, j'avais 1,5 km à faire encore. Puis il y avait un gars qui m'attendait de l'organisation avec un chandail qui me fait arriver au loin. On était facilement reconnaissable, on était misérable. Puis le gars avait une crécelle dans les mains. Là, je lui disais, OK, qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai compris, il y avait tellement de monde sur cette allée-là parce que l'organisation n'avait sûrement pas prévu qu'il allait y avoir d'autres activités. Il y avait un genre de carnaval en même temps. Puis là, pour finalement, le gars avec la crécelle, c'était pour faire le chemin à travers le monde. Il tournait sa crécelle pour que les gens qui ne savaient pas trop ce que je faisais, qu'ils me fassent un corridor à travers ces gens-là. Là, je courais, puis je zigzaguais partout, puis je ne voyais plus rien, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, il m'a fait bifurquer sur une rue parallèle. Je suis sorti du parcours pour m'amener sur une autre rue. Je me suis dit, parfait, ça va être mieux. Mais là, finalement, j'étais à sens contraire sur des chars allégoriques, puis des motos qui faisaient des shows de bruit et tout ça. Puis j'ai couru 1 km et quelques là-dessus. Je ne comprenais absolument rien. Et finalement, j'ai fait un dernier crochet et j'ai vu l'arche d'arrivée. Mon arrivée n'a pas été magique comme je l'avais espéré, mais ça fait partie encore là du Mexique. Et bon, ça a changé un peu. Mon arrivée n'a pas été jojo, mais bref, c'était quand même assez coloré. Ouais. Tu sais, quand je repense au Mexique puis au beau moment tu sais, c'est quoi les souvenirs qu'on a qui sont riches là? La première affaire qui me vient, c'est le processus. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel, c'est une chose. Aller là-bas, c'est une chose. Mais le processus pour s'y rendre, c'est que tout l'été, là, on avait des journées où finalement, on vivait quelque chose qui nous amenait tranquillement vers ça. L'expérience familiale, se faire en voyage, même avec un ultra-trail où il y a ma blonde, mes 3 filles, ma mère, mon chum qui est là, puis eux ont fait le support de ce qu'ils pouvaient pour les ravitaux. Ma blonde, en plus, elle vient de passer une nuit blanche. Moi, j'arrive à 2 heures du matin. On arrive à l'hôtel, il est 4 heures du matin. Elle se lève à 5 parce qu'elle a une course qui démarre le matin, un 25 km. Fait quand même 5e chez les femmes et sur ce 25 km-là. Après ça, j'ai des souvenirs de courses qui sont quand même magiques, là, des ravitaux isolés dans la nature, dans la campagne profonde du Mexique, là, mais gravement profond. Les ramen au 72e, ça, c'est un de mes beaux souvenirs aussi. Des paysages magnifiques, puis une fin de course où tu cours, tu te laisses aller, tu as des bonnes jambes, tu as des bonnes sensations, même si tu as eu un chemin de croix pendant une bonne partie de la course. Et c'est drôle comment on oublie vite cet inconfort, cette douleur-là, puis que l'accomplissement, en fin de compte, le fait que tu as réalisé quelque chose pour toi, moi, c'est vraiment pour moi que je fais ça, t'amène à un moment donné à dire, OK, tout de suite après, je dis à ma blonde, non, OK, c'est beau, 100 km, c'est pas pour moi, c'est terminé. Mais 5 jours après, ça repop. Puis là, pendant 1 semaine, 2 semaines, chaque fois qu'on se voyait avec Yves, on reparlait de la course, de l'expérience, de tous les petits. Hey, tu te souviens-tu, au kilomètre 42, quand tu traverses la rivière juste après, là, hey, ça n'avait pas de bon sens, ce segment-là. Puis tu vis à travers ça, puis ça te donne le goût de refaire un autre défi. Fait que là, je comprends mieux aussi ceux qui enchaînent des folies sur des folies parce que ça te fait grandir, parce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier là-dedans. C'est un peu une question que j'allais vous poser parce que je me mets à la place de nos spectateurs et spectatrices qui se sont connectés, qui entendent votre récit. Difficile de ne pas se demander pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'imposent quelque chose d'aussi long, difficile, pénible, si ultimement l'essentiel de l'expérience qu'on en conserve, c'est j'aurais jamais pu être assez bien préparé. J'ai pas de temps pour m'entraîner de façon suffisante. Je ne peux pas m'entraîner à cette chaleur-là de toute façon. Même si j'avais été plus audacieux avec la frontale, c'est probablement autre chose qui ne serait pas bien allé. Donc, qu'est-ce qui amène une personne à conclure 24 heures, 36 heures, 48 heures après avoir passé cette journée-là et cette nuit-là à endurer ça, à dire ouais, je me prépare pour un autre, je commence à chercher, j'ai hâte de m'inscrire au prochain. On oublie, hein? Aussi, on oublie tout ce qui était qui a si mal été, ce qui nous torturait pendant la course. Je pense qu'on est capable de laisser ça de côté, mais comme Blaise disait, moi, c'est surtout le processus. C'est qu'en ne fixant pas des objectifs ambitieux, on ne sera pas ambitieux dans notre préparation. Ça dicte quand même notre vie. Puis ça, c'est une question de tempérament aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire ça, là, on s'entend. Là. Mais en général, c'est ça aussi, c'est d'être capable de cibler un objectif. Puis c'est tellement enrichissant. L'ultra, le faire, c'est un voyage, c'est une expérience.
mais tout le processus est tellement magique et tellement enrichissant, puis d'accomplir cette espèce de... C'est pas une discipline nécessairement, c'est pas une contrainte, c'est vraiment un cheminement qu'on a partagé en plus entre amis dans quelque chose qu'on aime, qui nous a amené à faire un voyage super enrichissant. L'épreuve comme telle, oui, elle était difficile, mais on oublie tout. On oublie toutes les couilles qu'on a eues pendant et tout ça parce qu'il y a eu quelque chose qui est inexplicable à travers tout ça. Puis je pense que ceux et celles qui font de l'ultra le savent, il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre en mots, qu'on ne peut pas décrire, qui surpasse à peu près toute la douleur qui est engendrée par cette course-là. On parle de douleur, puis on a justement une spectatrice, Isabelle Julien, qui nous dit que c'est comme un accouchement. On oublie la douleur, puis on a envie de recommencer. Je peux pas, ça doit être pour les femmes, je ne sais pas, mais ça doit être. Le parallèle est quand même intéressant parce que quand je demandais à ma blonde après son accouchement, dans quelle mesure elle a hâte de recommencer, ce n'était pas vraiment le cas. T'sais. Mais ça prend très peu de temps pour réaliser en fin de compte. Puis pour l'accouchement, c'est encore plus rapide, je pense, mais de réaliser finalement que autant c'est douloureux, puis autant c'est une expérience vraiment rough, tough. Autant les femmes oublient vite. En tout cas, moi, j'ai 4 enfants et d'expérience, ma femme oubliait très vite, en fin de compte, cette partie-là. Ouais. Et ça revenait quand les contractions ont commencé pour le deuxième, elle s'est souvenue des contractions du premier. Et c'est peut-être ça aussi, quand tu es en ultra, tu t'embarques dans une affaire puis tu y vas avec beaucoup de naïveté, même si tu as déjà vécu des affaires. Moi, je ne me souviens même plus là, de la douleur que j'ai eue. Puis là, si tu me dis, on s'inscrit-tu à un 120, je vais dire, j'ai fait un 100, pourquoi pas, un 120. Mais quand tu es rendu, moi, je sais que c'est à peu près à 5 heures de course. Quand je dépasse le 5-6 heures, là, mon corps, il n'a plus le goût, là, ça ne tente pas. Là, puis là, ce qui fait qu'on s'accroche, en fin de compte, pour finir une course. Pourquoi? Moi, il y avait plein d'affaires qui n'allaient pas. Je savais que je n'étais pas capable de m'alimenter, je n'étais pas capable j'avais plein de problématiques. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas juste abandonné? Parce que contrairement à beaucoup d'autres personnes, moi, abandonner, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que je ne me dis pas, hey, non, je n'abandonnerai pas. Abandonner, c'est ma première option là, qui est là tout le temps. Puis si jamais je vois que je suis en train de me blesser puis que je suis en train d'avoir quelque chose que je pense problématique, je n'ai aucun problème à abandonner une course. Là, j'ai pas, mais pourquoi je n'abandonne pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces courses-là, en fin de compte, je me suis rendu au bout malgré tout ça? Il y a quelque chose. Je ne sais pas. Effectivement, on grandit à travers tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui nous anime, qui fait en sorte, j'aime dire, des fois, on monte d'un chakra. Là, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte qu'une introspection pendant la course qui fait en sorte qu'on grandit individuellement. Ouais. Avant qu'on laisse notre auditoire sur vos messages clés à retenir, on a eu 2 questions en ce qui vous concerne particulièrement. Henri Leclerc aimerait savoir avec quelles chaussures vous avez couru. Est-ce que vous aviez des critères en particulier pour choisir ces chaussures-là? Par exemple, est-ce que ça pouvait être leur indice minimaliste? Alors, des Hoka One One, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je blague. Ceux qui me connaissent savent que je blague. En fait, moi, je cours avec des Innovate 235, indice minimaliste 70%. J'enlève les semaines internes la majorité du temps à l'entraînement. Quand je fais des week-end shocks et des très longues sorties, je laisse la semelle interne, simplement pour l'aspect confort, entre autres, de ma plante de pied. J'ai des chaussures qui avaient tellement travaillé, qui étaient tout pourries et déchirées, donc je les ai tapées avant la course pour pouvoir courir avec. J'avais un changement au drawback du 62 avec exactement les mêmes chaussures, des Innovate 235. J'ai fait toute ma course de 100 km avec ça. Et c'est avec ça que j'ai couru mon 5 km durant l'été, puis mon demi-marathon, puis j'ai fait toute ma saison avec ces chaussures-là. Et ma recommandation comme professionnel de la santé, qu'il y ait à peu près toute la littérature, pas à peu près toute la littérature sur la chaussure, je peux vous dire qu'il n'y a aucun avantage d'aller vers plus d'amorti pour du plus long, à moins que vous ayez un facteur limitant qui soit des pathologies de pied, de tendon d'Achille ou de mollet. Ce qui n'est pas mon cas, mais mon facteur limitant, c'est mon corps en entier. Donc, voilà. Il n'y a pas de chaussure qui peut compenser ça. Exactement. Et puis voilà. Pour toi, Yves, qui avait plutôt des enjeux avec ton mollet, là, tu nous as parlé de solaire. Est-ce que tu as dû faire un choix de chaussures différents? Ben, j'avais fait avant même de m'embarquer dans l'expérience des ultras, j'avais choisi des souliers, c'était des Salomon. Là, je ne me souviens pas, je ne suis pas bon pour je sais juste que c'est des Salomon. Là. Mais en fait, je l'avais choisi parce qu'il y avait quand même il y avait un drop là, quand même correct, mais il était quand même très large au niveau du talon et de l'avant-pied.
parce qu'il y a certains modèles Salomon que j'avais eu à l'époque, les S-Lab, je ne sais pas trop quoi, là, qui étaient quand même très, très étroits. Puis au niveau de la stabilité, je n'aimais pas ça. Mais bref, ça a été vraiment du confort depuis quelques années. Ça n'a pas été un choix qui a changé. Parce que je fais de l'ultra, je devrais changer de chaussure. J'ai vraiment choisi ce soulier-là parce que je me sentais bien. Il y avait un compromis aussi, poids versus rigidité. Maintenant, ces modèles-là, ils font un genre comment ils appellent ça, un chausson à l'intérieur, là. J'ai dû le découper parce qu'il venait trop me serrer le pied en avant, mais somme toute, je ne pense pas que c'est ça qui a permis de protéger. En fait, je n'étais pas en mode protection sur mes tendons d'Achille et sur mon solaire. Ça a plus été de l'adaptation. Puis bon, la chaussure, j'étais bien dedans. Ce n'était pas parce qu'il y avait quelque avantage que ce soit avec cette chaussure-là. Super. La dernière question qui nous a été envoyée, celle-ci par Marilyn, demandait est-ce que vous avez eu à un moment donné la crainte de vous perdre en courant dans la noirceur, surtout pendant la nuit? Est-ce que pour être préparé à courir durant la nuit mexicaine, vous aviez fait des entraînements dans la noirceur à Lac-Beauport? Non, on n'a pas fait d'entraînement spécifique à la noirceur. Puis si c'est à refaire, je vais faire des tests de lampe frontale en passant. Là. Ça a été une erreur. Mais non, c'était quand même bien balisé. Puis pendant la nuit, il y avait des trucs accrochés aux arbres comme l'UTMB. Il y avait des trucs réfléchissants. On voyait très bien notre parcours. J'ai rien à dire. Là. J'ai évité un gars qui a failli se perdre, mais c'était des gros chemins larges. Puis un moment donné, on bifurquait dans le bois. Mais en général, je n'ai pas eu peur de me perdre une fois. Là. Ça a quand même été bien balisé. C'était super. Au moins, il n'y avait pas cette espèce de... Des fois, quand tu as peur, puis là, tu t'appréhendes et tout ça, ça devient hyper envahissant. Là, mais cette fois-là, ce n'était pas un enjeu. Là. Moi, j'ai quand même l'habitude de courir à la frontale quand je voyage, entre autres, avec les décalages horaires, avec tout ça. Là, ça m'arrive quand même assez souvent. Puis là, c'est vrai que la forêt mexicaine, elle est dense. C'est vrai que tu es isolé. Tu pourrais, à la limite, quand tu es tout seul, surtout quand là, moi, ma lumière ne marchait pas puis que je voyais à peu près rien, j'avais une petite lumière de spare qui éclairait presque pas. Ça peut être un peu épeurant là, pour quelqu'un tout seul, admettons, dans la forêt, mais pas pour se perdre. Mais on est quand même dans la jungle. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, oui, tu as raison. Puis moi, j'étais assez à l'aise dans la forêt. Un chasseur. Un chasseur, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me disais, OK, si je tombe ici, ils ne me retrouveront jamais. Là. C'était quand même assez dense. Des bruits bizarres. Ce n'est pas la même forêt le jour et la nuit. Là. Donc, dans la dernière section, avant le dernier ravito, c'était noir longtemps. Là. Fait que, mais un moment donné, on voyait des gens, on voyait des lampes frontales qui s'en venaient. C'était sécurisant, mais je n'avais pas peur qu'il y ait une panthère qui me saute sur la tête, là, bien que ça aurait pu arriver. Mais, des araignées. Pour les personnes qui sont plus craintives, c'est sûr qu'on recommande toujours de s'agripper à une autre personne, de ne pas parcourir la nuit en solitaire. Yves et Blaise ont peut-être eu des enjeux qui les ont amenés à être seuls à l'entrée de la nuit, puis qui les ont forcés à rester seuls une bonne partie de la nuit. Mais en règle générale, un des conseils qu'on donne aux gens, surtout si vous êtes dans un environnement peu familier comme celui-là, c'est d'entrer dans la nuit avec quelqu'un d'autre avec qui vous avez fait un pacte en quelque sorte de rester à la même allure, même si ça veut dire qu'une des deux personnes va peut-être plus lentement qu'est-ce qu'elle pourrait faire, juste pour ne pas être fin seul là-dedans. Donc, les gars, pour conclure, vous nous avez noté des messages clés à retenir et c'est sur cette note-là, positive, qu'on veut laisser les gens. La première chose sur laquelle vous voulez insister, c'est l'idée de se préparer comme vous l'avez fait, en tout cas comme Yves l'a mieux fait que Blaise peut-être. Oui, c'est ça. En fait, comme on disait tantôt, là, bien planifié. Il y a toute une planification. Il y a le voyage comme tel. Après ça, il y a la spécificité. Vous allez dans quel environnement? Comment on peut arriver à cibler le maximum de trucs pour vraiment bien planifier l'équipement, le voyage, les reconnaissances de parcours, le type de parcours qu'il va y avoir là-bas, la météo. C'est toutes des choses c'est quand même assez important. C'est pas un 10 km sur l'asphalte aller-retour. Là. C'est vraiment un gros voyage. On peut vraiment rendre ça beaucoup plus agréable si on se prépare adéquatement à ne pas prendre à la légère, selon moi. Puis, pour rajouter à ce point-là, quand tu es bien préparé, finalement, tu arrives à courir en descente à la fin de ta course. Quand tu n'es pas assez bien préparé et que tu es complètement démoli, mais gravement démoli, c'est sûr que tu as beaucoup moins de plaisir et que tu es dans de la douleur beaucoup plus importante. Fait que c'est ça. Je pense que... Ne pas subir la course. Il y a moyen de se préparer adéquatement pour ne pas la subir. Et c'est sûr que moi, j'ai fait des courses que j'ai subies, là, des 65 km où je n'étais vraiment pas assez préparé, où je n'avais pas réussi à dormir suffisamment avant, où j'avais passé une nuit blanche en amont. Et c'est sûr que c'est un autre type de... C'est pas mal moins de fun.
On vous l'a dit, courir tous les jours. Moi, je pense que c'est un des éléments clés dans la prévention des blessures. C'est un des éléments clés. Puis quand on dit courir tous les jours, ça n'a pas besoin d'être 1 heure tous les jours. Ça peut être juste 10 minutes. Mais le fait, 10 minutes semble une course de rien du tout, là, mais 10 minutes, c'est 1800 extensions lombaires, c'est 900 sauts sur une jambe et sur l'autre. C'est un entraînement d'adaptation au niveau de notre corps qui est déjà ultra payant. Et je pense que c'est un des éléments clés pour la prévention des blessures que d'augmenter le nombre de sessions par semaine, surtout quand on prend de l'âge. Après, comme on a dit, là, un des points clés aussi, c'est de cibler les facteurs limitants. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais en fait, vos propres facteurs limitants sont quoi? C'est lesquels? Quand on les a identifiés, qu'est-ce que je peux faire pour les travailler? Et on peut les isoler ou on peut se dire, écoutez, en augmentant peut-être la fréquence de mes entraînements, le volume global, le dénivelé, machin, on est capable de vraiment mieux les améliorer. En fait, c'est quand même assez important. Je pense que c'est un des déterminants les plus importants de bien cibler ça en amont et prendre des bonnes décisions pour se préparer adéquatement pour les travailler. Le week-end shock, un concept de Guillaume Millet, moi, je pense que c'est quelque chose qui a un effet pas tant physiologique, peut-être un peu mécanique, mais peut-être pas tant non plus, mais surtout psychologique. C'est-à-dire la capacité à tolérer cet inconfort, cette douleur au-delà de quelques heures, tester le matériel, tester ta nutrition, tester l'environnement dans lequel tu vas être. Et clairement, moi, ça a été un élément déterminant, les week-end shocks, en fin de compte, les très longues sorties là, planifiées là, pour m'amener dans des zones où finalement j'allais aller pendant ma course. Et je fais une mini parenthèse autour des fameuses crampes. Parce que, tu sais, j'ai fait des événements où j'ai eu des crampes, puis il y a toujours un mythe autour de la crampe, comme quoi si tu prends des électrolytes puis que tu es assez hydraté, tu auras moins de crampes. La science actuellement nous montre qu'il n'y a aucune corrélation avec l'hydratation ou le taux de sodium est dans le sang et le taux de sodium consommé, donc les tablettes de sel ou les électrolytes pris. Et moi, je suis un gars qui consomme que de l'eau et de la nutrition. Là. Je ne bois même pas de Gatorade, je n'ai pas de pilule d'électrolytes, rien du tout. Et j'ai déjà eu des crampes, puis bien évidemment, je me questionne, je me dirais est-ce que ça serait mieux ou pas. Et là, on était dans un événement qui a duré beaucoup plus longtemps que les autres. J'ai sué beaucoup plus que tous les autres événements. Ça a été 17 heures et j'ai eu aucune crampe du début à la fin. Moi, je pense parce que j'étais beaucoup mieux préparé pour cet événement-là que tous les autres que j'ai faits. Donc, le week-end shock sert aussi à ça, c'est-à-dire les très longues sorties et cumulées sur 2 jours ou parfois sur 3 jours, sert à habituer ton système nerveux, ton gouverneur central à tolérer, à être capable de tenir tout ça. Travail excentrique, je pense que c'est la clé. Là. Un des 3 causes d'abandon, le manque de tolérance musculaire en ultra. Là, en fait, les gens qui n'ont pas fait assez de dénivelé négatif pour augmenter cette tolérance-là, on l'a dit tantôt, ça peut être par répétition de pentes relativement abruptes qui va faire en sorte qu'il va y avoir une préparation vraiment là, adéquate pour un ultra. Ne pas sous-estimer ça, c'est quand même assez important. Même personnellement, même dans mes entraînements pour des gens qui font de l'Ironman en ce moment, j'intègre de l'excentrique parce qu'il y a quand même de la pré-fatigue en vélo. Ils arrivent sur le marathon, souvent les gens explosent à peu près 25-27 km. Puis non, ce n'est pas dû au mur, glycogène, machin. C'est vraiment, il y a un manque de tolérance. Fait que je l'intègre systématiquement dans la préparation de mes athlètes, mais nous, on l'a fait adéquatement. Puis on l'a vécu, on l'a vu malgré le fait qu'on a fait beaucoup de répétitions, on est arrivé là-bas. Puis on était capable de tolérer un 4005 de D-. Là, donc, en fait, développer. Puis à un certain moment, comme disait Olivier, c'est de faire des rappels. On n'a pas toujours besoin d'augmenter le nombre de mètres descendus en D-. C'est vraiment, on arrive à un certain plateau, puis après, c'est de faire des rappels de façon récurrente, soit aux 7-10 jours, c'est suffisant pour garder les acquis puis arriver à la course prête. Je rajouterais que la meilleure manière de faire une rhabdomyolyse puis d'avoir des complications de santé dans un ultra, c'est mal se préparer pour les descentes excentriques au niveau des quads. Des grosses masses musculaires comme le quad, parce que si tu n'es pas prêt en excentrique pour les mollets, au pire, tu vas taper un peu du talon. Mais au niveau des quads, si tu n'absorbes plus au niveau des quads ou que tu as tellement créé de bris au niveau des quads, il y a un risque relatif pour la santé qui est existant. Puis la rhabdomyolyse est une complication qu'on observe dans les ultra-trails. Donc, bien vous préparer. Si votre urine est de la couleur du Coca-Cola dont Yves rêvait, c'est que vous êtes en situation de rhabdomyolyse et faites très attention. Exact. Pas de changement de chaussures dans le processus. Tout est une question d'adaptation. Arrêtez de croire qu'il faut plus d'amorti parce que vous faites plus long.
vous êtes habitué à faire vos distances je ne sais pas moi, de 20 km en ultra-trail, en trail avec une chaussure X. Vous voulez tranquillement augmenter vers du 50, du 75, du 100, du 160 kg. Il n'y a aucune raison de changer de chaussure. Tout est une question d'adaptation. Si vous mettez plus d'amorti, vous allez plus stresser vos genoux et votre quad. Si vous mettez moins d'amorti, vous allez plus stresser votre mollet et votre cheville, votre tendon d'Achille. Voilà. Apprendre à marcher avec des bâtons, c'était dans des événements aussi longs que ça. Il ne faut pas rêver en couleur, là, on ne court pas tout le temps. Donc, ça va être important de travailler avec les bâtons. C'est quand même une autre technique, en fait, qu'il faut apprivoiser. Faire travailler le haut du corps, c'est plus coûteux en énergie au niveau de la dépense énergétique. Des fois, d'engager le haut du corps, les pulsations peuvent moduler vers le haut, mais au total, on est quand même capable de décharger beaucoup les quads. Puis la chaîne postérieure en apprenant à marcher de façon efficace. Choisissez des bons bâtons aussi avec des dragons que vous êtes à l'aise. D'ailleurs, la mienne, elle a explosé pendant la course, puis ça a été une erreur. Là, je ne l'avais pas. Elle était un peu usée avant de partir, de prendre le départ, puis elle a rompu. Bref, c'est quelque chose qui s'apprend, puis ce n'est pas les mêmes chaînes, les mêmes muscles aussi. Quand on fait des grands pas, vous allez pouvoir l'expérimenter. Si vous faites beaucoup de dénivelé en marchant, on n'est pas pareil, ce n'est pas de la course, c'est complètement différent. Donc, intégrez-le à votre programme, c'est quand même assez important. Et les bâtons peuvent même servir parfois à la descente dans les segments chaotiques, techniques, pentus, en escalier, quand tu es bien magané. Oui, c'est ça. Il y a un apprentissage à faire avec ça aussi. Moi, si je fais ça, je ne finis pas. Là. Je m'en fâche puis je déboule jusqu'en bas. Là. Mais ça se fait. Là. Pour être capable d'amortir, être capable, dans des cas extrêmes que les quads ne fonctionnent plus, les gens s'appuient sur leur bâton pour descendre, mais n'essayez pas ça le premier jour. Entraînez-vous à le faire. Ne développez pas cette aptitude-là dans les descentes de l'épreuve. C'est un casque la première fois. Être souple dans ses attentes et adapter son état d'esprit, être agile. Moi, à 20 km, je savais que ce n'était plus ma course, c'est-à-dire plus la course à laquelle j'avais rêvé, où j'avais envie d'être compétitif envers moi-même, où j'avais envie de maximiser ma course. À 20 km, je savais que c'était terminé. Là, à 14, je me disais, oh, là, ça va être dur. Puis ça a pris pas longtemps que je me dis, oh, là, avec la chaleur, c'est terminé. J'ai quand même fini la course. J'ai dû adapter mes attentes. J'ai dû adapter mon état d'esprit, c'est-à-dire, OK, c'est pas grave si tu fais une sieste, c'est pas grave si tu arrêtes très longtemps dans un ravito, ce qui était le cas. Mais essaye de vivre le moment présent, aller jusqu'à la prochaine station. C'est sûr que moi, c'était ravito en ravito. Encore une fois, comme je l'ai dit, là, n'importe quand, moi, je me permets de sortir d'une course là, si ça ne va pas. Et le ça ne va pas, ben, c'est très personnel. Là, fait que je suis allé d'un ravito à l'autre et j'ai fini une course et je suis très heureux après ça d'avoir réussi à finir la course qui m'a amené dans ça. On l'a dit, on l'a répété, Blaise et moi, le processus est super important. Il ne faut surtout pas que le processus devienne trop lourd avec les contraintes que les gens ont, le travail, la famille et tout ça. Il faut quand même être intelligent dans cette approche-là parce que oui, c'est quand même, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut que le processus soit enrichissant. Nous, on a été capable de le faire avec des horaires complètement différents. Gardez en tête que c'est vraiment le plus important, que l'objectif à la fin, bon, écoute, c'est un résultat, c'est comme la cerise sur le sundae. Mais si le processus n'est pas agréable, il est contraignant, ben, c'est peut-être que l'objectif n'était pas vraiment réaliste. Donc, gardons ça amusant, puis se voir à travers ça, se voir évoluer, c'est ça qui est le plus enrichissant. Puis tu as raison de le dire comme ça, Yves, parce que moi, c'est l'approche que j'essaie d'adopter aussi en me disant, même si mon marathon ne se déroule pas bien, si j'ai couru 4200 km pour le préparer, ben, dans le fond, 99% du volume total que j'aurais fait, je l'aurais apprécié. Tant pis si le 1% qui est le point culminant ne se déroule pas aussi bien. Mais si l'importance que je l'accorde à ce 1%-là, c'est 1% de l'importance totale, je vais être capable de savourer le fait que mes 4200 km d'entraînement, je les ai appréciés peu importe l'issue du 1% final. Exact. Le 10e, l'expérience ultra-trail nous fait grandir. En fait, c'est difficile de l'exprimer en mots. C'est difficile de dire c'est quoi qu'on a fait. C'est de dire comment on s'est senti à travers cette expérience-là. Mais c'est clairement une expérience. Clairement, ça nous fait grandir et clairement, ça nous amène à quelque chose d'intérieur qui est grand, qui est magique et qu'on n'arrive juste pas à bien définir en mots. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette expérience-là difficile a été si riche pour nous? Voilà. Voilà, bien, merci beaucoup les gars, parce que je pense que c'est des messages qui sont plus grands aussi que l'épreuve particulière que vous avez faite ou que la préparation spécifique que vous avez dû adopter avec vos propres circonstances de vie.
C'est un thème qu'on essaie d'aborder aussi de façon générale dans la manière dont on prépare nos athlètes avec les différents clubs thématiques, le coaching du coureur. Et c'est un thème général aussi dont on va parler dans le cadre de notre prochain webinaire qui va parler d'Ultra Trail, où on va discuter avec des coureurs de plaine pour savoir comment on se prépare en fait pour aller concourir sur les sentiers ultra techniques et dans les conditions ultra chaudes et humides de l'île de la Réunion. Donc, c'est un rendez-vous le 1er février prochain pour discuter encore une fois de ces enjeux. Merci de vous être prêté à l'exercice, de nous avoir fait ce témoignage. Je pense que tous nos spectateurs ont beaucoup apprécié l'expérience. Juste une petite affaire, Olivier. Je vois des questions auxquelles on pourrait répondre très rapidement dans le chat. Je ne sais pas si tu veux qu'on y aille. Vas-y, fort. Quel est le temps limite pour finir la course? Je ne sais pas si tu te souviens, mais 28. Ouais, c'était 25. très large parce que, tu sais, moi, j'ai fait une course très difficile avec des longs temps d'arrêt. J'ai fait 17 heures sur cette course-là et je finis quand même à peu près en milieu de peloton. Donc, et il finit clairement loin en avant avec 3 heures de mieux que moi. Mais les paramètres sont assez larges quand même dans cette course-là pour ceux que ça intéresse. Il y avait une autre question aussi. Comment vous vous êtes alimenté pendant la course quand il fait chaud? Ben, moi, c'était une problématique. Moi, je m'alimente beaucoup aux barres de fruits là, et puis à des petites galettes puis des petits trucs. Puis là, bien évidemment, avec la nausée, avec la chaleur, etc., ça a été très, très compliqué. Donc, ce qui arrivait, c'est que je me rendais d'un ravito à l'autre. Des fois, ça pouvait prendre 2 heures, 2 heures et demie. Et puis, quand j'arrivais au ravito, je mangeais, je me reposais. Je mangeais ce que j'étais capable. Je rebuvais plus parce que souvent, j'avais trop soif parce que je manquais d'eau. Je me ravitaillais comme il faut, puis je repartais avec ce que j'avais mangé au ravito. Ouais, ça, moi, personnellement, je suis aussi sur les barres de fruits, là, les petites barres, je ne me souviens pas de la marque, c'est Fruits 2 ou Exact Nutrition, peu importe. Là. Ouais. Puis après, j'avais quand même des gels avec un peu de caféine, là, les Morten, là, qui sont plus durs à trouver maintenant parce qu'il n'y avait justement pas de saveur. Là, sinon, ça vient avec le temps à tomber sous le cœur. Mais finalement, j'ai été capable de m'alimenter jusqu'au 45e kilomètre. Pour le 50e, j'ai commencé à vomir. Puis en fait, j'ai vomi qu'une fois à partir du 50e kilomètre, mais après ça, ma nutrition était un peu aléatoire, là, ça ne rentrait pas, puis j'ai eu de la difficulté, puis l'énergie était à la baisse, mais j'avais un beau plan alimentaire qui était de consommer X nombre de glucides à l'heure, machin, mais ça n'a pas tenu. Là. Donc, je mangeais ce qu'il y avait dans les ravitaux, ce qui me tentait, mais en fait, pas ce qui me tentait, ce que je pensais qu'il allait me tenter. Bref, avec un peu de calories via le Gatorade, parce qu'il servait du Gatorade sur le parcours. Donc, ça a été en mode survie. Comme quoi, vous l'avez dit dès le début, puis je pense qu'on revient à ça à la toute fin. Même si vous aviez essayé de tout optimiser, vous avez dû vous adapter dès la manière dont le départ a été donné et jusque dans chaque dimension de votre expérience. C'est une expérience de laquelle vous avez tiré des leçons qui va vous servir dans votre prochaine aventure complètement idiote parce que c'est sûr que vous allez vous lancer dans une prochaine. Puis on vous souhaite un bon succès puis beaucoup de plaisir dans tout ça parce qu'après tout, vous l'avez bien dit, ça nous en procure beaucoup puis c'est ça l'objectif ultime, n'est-ce pas? Fait que là, on est rendu à l'étape où là, il faut que je trouve quelque chose qui va me motiver à retourner dans une certaine rigueur d'entraînement et qui va faire en sorte qu'à chaque jour, je vais me dire hey, oublie pas, il faut que tu ailles courir aujourd'hui parce qu'il faut que tu cours tous les jours. Bien, est-ce que c'est pas que cette épreuve-là, c'était une des épreuves de l'UTMB World Tour et que vous avez des stones? Oui, mais moi, je ne suis pas convaincu que l'UTMB, c'est une bonne course pour moi parce que je suis là à chaque année. Ça fait 8 ans qu'on est là. On loue un chalet à chaque fois. J'enseigne des cours. Il y a toutes les équipes internationales qui se réunissent souvent à Chamonix. Et puis, c'est vraiment pas un moment pour faire une compétition parce que je ne dors pas, parce que je travaille beaucoup, etc. Donc, ce n'est pas la bonne course, mais peut-être qu'à un moment donné, j'irai sans enseigner, puis j'irai faire la CCC, que je connais par cœur, que j'ai faite à la course plusieurs fois. Donc, voilà. Ouais. Moi, je mets mon 5 $ sur Blaise. Bon, merci, mesdames et messieurs, de vous être joints à nous pour cette épreuve d'ultra-endurance qui était ce webinaire, l'Ultra Trail pour tous les âges. Merci Blaise Dubois, merci à Yves Saint-Louis pour votre témoignage et à la prochaine, tout le monde. Bon entraînement. Ciao, guys. Ciao.